tous, l'heure des GGMO est arrivée. Voici nos invités et le débat du soir. Le ciel israélien sera-t-il fermé à Pessah? Personne ne le souhaite et pourtant, la menace plane vu le regain des contaminations. Que peut-on craindre? Débat dans un instant, en direct de chez Bennett. Israël, deuxième pays le plus cher au monde dans l'immobilier. Cela ne vous étonnera pas, mais acheter un appartement est devenu presque un luxe. Une nouvelle étude le confirme. Alors que peut-on faire pour rendre la vie plus supportable quand les prix des courses atteignent déjà des sommets? Nous nous posons la question. Comment Sarcelles, vivre ensemble est-elle devenue la ville du vivre séparé? Le multiculturalisme est-il un vœu pieux? On en parlera avec Noémie Aliwa, auteur du livre Les uns contre les autres. Mais là, ce n'est pas franchement une chanson. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, candidat le plus complaisant avec l'islamisme. C'est ce que révèle une étude IFOP à 2 semaines du premier tour de la présidentielle. Nos GGMO partagent-elles la même perception que les Français? Je leur poserai la question. Des GGMO que je vous présente maintenant. Bonsoir Liora Lévy. Bonsoir. Vous êtes conseillère à la municipale Likoud à la mairie de Natania. Heureux de vous retrouver. Macro Sarabia également. Bonsoir. Avec une nouvelle casquette ce soir. Animateur du comité LREM Israël. C'est nouveau? Non, c'est pas nouveau. En fait, j'étais avec Macron depuis ses débuts, bien avant qu'il soit président. Oui. Et on vous connaissait surtout en tant que travailliste israélien. C'est vrai. C'est vrai. Donc en Israël, il y a un engagement, et pour la France, il y a un autre engagement qui est différent, parce qu'on sait que la politique israélienne n'a rien à voir avec la politique française. Et certains parfois confondent un peu les deux, mais je pense que c'est... Et donc quoi, la République En Marche, c'est un parti de gauche alors? Non, c'est un parti de centre. C'est un parti de centre, un peu, je pense que c'est l'équivalent de Lapid et Yesh Atid en Israël. Bon, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, bienvenue Marco Sarabia avec cette nouvelle casquette. Je salue à Paris un ancien et un nouveau. L'ancien, le publicitaire Franck Tapiro. Bonsoir mon cher Franck. Et le nouveau, c'est le président du mouvement Coexister. Bonsoir. Amine Jiej. Bonsoir Amine. Et bienvenue Amine dans les GGMO. Bonsoir. Alors, j'espère que vous trouverez votre place autour de nous. Eh bien, c'est un plaisir. Place tout de suite à notre premier débat en direct de chez Bennett. C'était l'espoir pour beaucoup d'entre vous, venir en Israël pour les fêtes de Pessah ou les vacances de Pâques. Oui, mais voilà, le vent pourrait rapidement tourner. Et je ne vous parle pas de la tempête à l'extérieur de ce studio. Si l'on en croit les derniers chiffres du Covid, 4 jours successifs où l'on dépasse les 10 000 cas quotidiens. Une percée spécifique à Tel Aviv et à Jérusalem. Un nombre d'infections quotidiennes qui pourrait passer la semaine prochaine la barre des 30 000. Et c'est ce qui explique sans doute la décision de Naftali Bennett, l'allègement des restrictions est repoussé du 1er avril au 1er mai. Mais il y a une petite phrase dans le plan qui lui a été proposée et qui fait froid dans le dos. En cas de nouveaux variants, fermeture, et oui, fermeture du ciel israélien pour éviter son entrée. Et le problème, c'est qu'un nouveau variant est déjà là, sur le terrain israélien. Liora Lévy, on est beaucoup à attendre des proches pour les fêtes de Pessah. C'est peut-être votre cas. C'est mon cas. Un cauchemar, une fermeture du ciel? Écoutez, une fermeture du ciel, c'est un cauchemar. D'abord, oui, pour les touristes qui attendent depuis presque 2 ans sans avoir pu venir en Israël, les familles qui sont séparées, etc. Donc ça, c'est une première chose. Moi, je pense surtout aux professionnels ici du tourisme, les hôteliers, les restaurants, les restaurateurs, les salles de fêtes, etc., qui ont vécu 2 années extrêmement difficiles, qui ont été un petit peu dédommagés au début, qui maintenant se plaignent du non-dédommagement. Et si on vous entend à Paris, pardon, je précise pendant que vous parlez, parce qu'ils découvrent aussi la configuration. On vous entend tout le temps, on vous voit tout le temps. Allez-y, je vous en prie. Rebelote, refermer le ciel. Alors évidemment, il ne faut pas prendre à la légère le nouveau variant. Je vois que Cyril Cohen va intervenir, je pense qu'il pourra mieux nous renseigner. Mais en même temps, je pense que le Covid est là pour malheureusement rester. Il va y avoir des variants les uns après les autres. Il va falloir qu'on commence à s'habituer à vivre avec ce virus, avec ce phénomène, et qu'on reprenne une vie normale. Nous avons la possibilité de se faire vacciner. Les personnes de plus de 60 ans peuvent faire la 4e injection en Israël. C'est déjà une grande chance que nous avons. Et je pense qu'il faut donc évidemment protéger les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes à risque, et en même temps continuer, parce qu'on ne peut plus fermer un pays, empêcher les enfants d'aller à l'école, empêcher les gens de travailler, empêcher le tourisme. Et une autre chose importante... Oui, mais vous savez aussi qu'on s'est dit la même chose lors des autres vagues.
À chaque fois, on s'est dit ça n'arrivera jamais. C'est pas possible de fermer le pays pour Rosh Hashanah, on l'a fait. C'est pas possible de fermer le pays à Pessah, on l'a fait. Pourquoi Pessah 2022 échapperait malheureusement à la règle? Malheureusement, c'est très possible, évidemment. Je ne souhaite pas que ça arrive. Je pense qu'il va falloir commencer à vivre avec ça. Nous avons le vaccin et quand on parle de 10 000 cas, il faut aussi savoir est-ce que ce sont des cas graves ou pas graves. Il y a quand même une différence entre il y a 2 ans quand on n'avait aucun vaccin et que évidemment un cas voulait dire presque à 90% grave. Aujourd'hui, on sait que des gens sont asymptomatiques et sont testés positifs. Donc tout ça sont des choses à prendre en compte. Beaucoup de points d'interrogation. Marco Sarabia, Israël sans touristes à Pessah, ce serait aussi un coup fatal pour le tourisme. Bon, je pense qu'il ne faut pas dramatiser. C'est-à-dire que ce gouvernement, ce nouveau gouvernement qui est là quand même depuis 8 mois, il s'est engagé à éviter tout confinement dans la mesure du possible. Donc je pense qu'ils vont continuer dans cette politique. Il n'y a pas eu de confinement dans les 8 derniers mois et on a essayé... ont limité l'entrée des touristes. Oui, mais ce n'était pas une fermeture. Ça n'était pas une fermeture. C'est encore pire, puisque, étant donné que ce n'est pas fermé, les personnes qui n'ont pas travaillé n'ont pas été dédommagées. Et il y a également une énorme fissure qui se crée avec, il faut le dire, avec le judaïsme de diaspora. Entre la diaspora et Israël, il y a une fissure qui se fait. Des générations d'enfants qui ne sont pas venus en voyage scolaire, Taglit, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu au début une frustration de ne pas pouvoir venir. On peut finalement, ils se sont organisés différemment. Alors on peut essayer d'encourager les Juifs du monde entier à venir habiter en Israël et comme ça il n'y aura plus de problème. Et rester ici. Avant de retrouver Cyril Cohen, je voudrais vous entendre à Paris, Franck Tapiro, parce qu'en France aussi d'ailleurs on s'interroge. En France c'est plus autour de la question du port du masque. Emmanuel Macron a même affirmé, je cite, qu'il prendrait ses responsabilités en cas de dégradation de la situation. Vous avez de quoi être inquiet chez vous aussi? Oui, mais alors, je peux en parler. Bon, déjà, moi j'ai eu le Covid, vous vous rappelez, les premiers jours, hein, le 15 mars au soir. Parce que je me suis dit, il vaut mieux l'avoir au début, parce qu'après, ça fera. Tout le monde l'aura. Donc, la publicité essaie toujours de faire les choses avant. Ça, c'est pour la petite blague. Maintenant, 2 ans après, sincèrement, on doit tous réagir de façon un peu différente. On a vu que ce n'était pas une épidémie mortelle comme pouvait l'être la grippe espagnole au début du siècle dernier. On a vu que même si c'est costaud, parce que moi je peux vous dire que c'est très costaud, mais on s'en remet. On a la vaccination, on a les gestes barrières, on a le masque. Pendant 2 ans, la planète entière a fait une démonstration absolue de lutte et de prévention. Aujourd'hui, on est pratiquement tous triplement vaccinés. Je pense qu'il faut arrêter, mais arrêter de faire paniquer les populations, de brandir le spectre du masque et du confinement par quartier, du confinement par ville, etc. Je trouve ça aujourd'hui absurde. On a bien vu jusqu'à preuve du contraire que le Covid n'était pas la grande épidémie mortelle qu'on nous avait promis il y a 2 ans. Heureusement, c'est une très bonne nouvelle. Israël a été en tête et a été un exemple pour le monde entier pour la lutte, la vaccination, les gestes barrières et la rapidité d'intervention. Et on voit maintenant, et comme l'a dit madame, je suis totalement d'accord, vivre avec le Covid fera partie de notre quotidien. Donc il faut arrêter, il faut protéger les plus faibles, que ce soit les personnes âgées ou les personnes à comorbidité. Et il faut laisser tranquilles les citoyens de la planète. Eh ben, dites-le aux dirigeants. Covid, regardez. Dites-le aux dirigeants qui nous écoutent. Depuis un mois. Mais je le dis, mais pas aux dirigeants, mais à un moment, regardez, depuis un mois, qui parlait du Covid? Plus de personne. C'était Poutine. Poutine avait remplacé le Covid. La guerre en Ukraine a remplacé le Covid. Et là, tout d'un coup. Oui, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que on parle. Franck, c'est pas pour les bonnes raisons, justement. Mais c'est pas pour les bonnes raisons. Puisqu'on voit que les contaminations reprennent. D'un point de vue journalistique, on aurait dû continuer à en parler. C'est simplement qu'il y a eu un autre fait d'actualité qui a pris le pas. Mais le gouvernement a continué à s'en occuper. C'est-à-dire que. Mais ce n'est pas grave, ce ne sont pas des contaminations graves. Moi, je veux savoir ces contaminations. Si on l'a de façon asymptomatique avec une petite fièvre ou une petite grippe, et là on peut dire une petite grippette quand on a la 3e vaccination, il y en a beaucoup qui l'ont eu, avec un rhume, une sinusite, j'ai mes 2 frères qui l'ont eu, voilà, ça a duré 2 jours. Donc si c'est que ça, quelle différence avec les rhumes et les grippes des années précédentes? On demandera à Cyril Cohen. Si le nouveau variant était... On demandera à Cyril Cohen. Si le nouveau variant était laissez parler compliqué votre pour les voisin. personnes âgées, plus mortel, voilà. Un mot pour votre voisin, je vous donne la parole après. Amine Giège, parce que c'est un contexte particulier aussi, Amine d'ailleurs, parce qu'on est à la veille d'une élection présidentielle, ce serait peut-être un peu préjudiciable aussi pour Emmanuel Macron de serrer la vis.
Alors, je ne sais pas si ça serait préjudiciable. En tout cas, c'est clair que pendant le quinquennat de M. Macron, le Covid a pris une part très importante. Ça a duré 2 ans et ça a rythmé notre quotidien pendant plus de 2 ans maintenant. Donc, lui, il va bien sûr défendre son bilan et ça aurait été une fin du quinquennat en apothéose si on pouvait finir sans aucune restriction. Donc, c'est sûr que reparler de restrictions, c'est peut-être un peu défavorable. Maintenant, moi, j'aimerais juste dire du coup que je rejoins M. Tapiro, notamment sur le fait qu'il faut absolument protéger les plus vulnérables. Après, il faut rappeler qu'en France, la jauge, c'est la jauge des lits pour accueillir en réanimation. Donc, et pour éviter un confinement, il faut éviter de se rapprocher de cette jauge et pour éviter de se rapprocher de cette jauge, peut-être que des restrictions seront nécessaires si on voit que le nombre de cas graves augmente. Et je suis d'accord pour dire qu'il faut à tout prix éviter les confinements parce que là, on n'a pas parlé de la jeunesse. Moi, je suis président d'un mouvement de jeunesse dirigé par des jeunes et on reçoit des jeunes au quotidien. Les confinements ont fait beaucoup de mal à la jeunesse. On parle ça a augmenté la précarité des jeunes et des étudiants. On parle aussi de plus en plus de santé mentale des jeunes. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention. 25% d'augmentation des suicides chez les jeunes. 25%, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et évidemment, les évidemment, dépressions, les anorexies, et évidemment, pour le prochain coup, les autorités vont s'y reprendre à 2 fois. C'est surtout ça la question et le résultat que cela souligne. On va accueillir notre spécialiste que l'on attend depuis tout à l'heure. Bonsoir Cyril Cohen. Bonsoir à tous, bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Alors, Cyril Cohen, la question du soir, et évidemment on s'en remet à vous, parce que les gens qui nous regardent depuis la France et depuis l'étranger s'interrogent également, est-ce qu'on peut imaginer le ciel israélien se fermer à l'approche de Pessah vu l'augmentation des contaminations? Alors, je vais dire de la manière la plus simple. Si la situation continue comme ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec le même type de variant, que ce soit le BA2 ou l'Omicron, non, je ne pense pas, je vous le dis sincèrement, je ne pense pas parce qu'on connaît ces variants. Comme il a été dit, la majorité de la population est vaccinée, donc protégée contre les formes graves, essentiellement grâce au vaccin. La deuxième chose, il faut dire aussi que ces variants sont moins dangereux. Attention, je veux dire, j'ai beaucoup entendu là sur votre plateau des gens qui ont dit « ouais, il est temps ». C'est vrai, il est temps, mais on ne peut pas non plus effacer les 2 ans qu'on a vécu avec des variants qui étaient beaucoup plus dangereux. Les estimations parlent d'à peu près 6 millions de personnes qui sont décédées de la Covid de par le monde. Les meilleures, je dirais, les estimations un peu plus réalistes parlent de 18 millions. Donc la Covid est dangereuse, mais l'Omicron l'est beaucoup moins, le BA2 l'est beaucoup moins. On a des traitements, on est vacciné, donc ça aussi, ça joue. Donc c'est pour ça, je vous dis sincèrement. Bon, mais à ma question du soir, Cyril Cohen, vous répondez quoi? A priori, non. A priori, non, à moins, et voilà, ça c'est le petit, je veux dire, c'est la petite étoile, le petit post-scriptum que je veux rajouter, à moins qu'on découvre un variant plus problématique. Et je vous rappelle, je vous ramène au mois de novembre, lorsque l'Omicron a été découvert en Afrique du Sud, à peu près, je dirais, début novembre, les premières estimations montraient que c'était un variant très dangereux. Ici en Israël, fin novembre, on ferme les frontières, bien que c'est le même Omicron qu'on connaît, mais vu qu'on ne savait pas quelle était sa dangerosité, sa virulence, par mesure de précaution, on a fermé. Donc si, dans les 2 semaines qui viennent, on découvre un variant qui est vraiment problématique, il est possible qu'il y ait une fermeture. Mais dans l'état des choses aujourd'hui, je ne pense pas que c'est viable. Cyril Cohen, est-ce qu'il faut voir une corrélation entre la hausse de contamination qu'on observe ces derniers jours en Israël et célébration de Pourim la semaine dernière? Alors Benjamin, vous posez exactement la question que j'ai posée il y a quelques heures lors d'une réunion qu'on a eue, parce que moi, ça ressemble un peu à ça, une fois de plus. Pourquoi? Parce que la montée des cas s'est produite à peu près dimanche, donc 2-3 jours après les célébrations. Il y a une chose aussi intéressante, et ça, j'espère que c'est ça que l'on va voir dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent. Vous savez, on est monté d'un coup à 10 000, 12 000 et on reste là entre 10 000 et 13 000 cas, 14 000 cas on a eu. C'est assez stable pour l'instant. Mais vous savez, la Covid nous joue beaucoup de tours. Ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que, en fait, la majorité des gens qui ont été, je dirais, exposés au BA1, à l'Omicron,
rajoute une couche de protection à la population grâce à cette immunité naturelle. La question qui est en train de se poser, qui est infecté aujourd'hui avec le BA2? Essentiellement des gens qui n'ont pas été infectés avec le BA1. Donc, entre guillemets, excusez-moi cette expression, il semblerait que le BA2 va finir le travail, je dirais, d'immunité naturelle au niveau de la population. Donc, parce qu'il reste, Cyril Cohen, 120 000 Israéliens de plus de 60 ans qui n'ont toujours pas été vaccinés, ne serait-ce qu'avec une dose. Alors ça nous inquiète beaucoup. C'est pour ça qu'il y a justement cette nouvelle campagne de vaccination qui a été justement enclenchée ou qui va être enclenchée pour justement les gens qui sont les plus, les plus vulnérables. On sait très bien que l'Omicron a changé beaucoup de choses, même au niveau des restrictions en Israël. On a éliminé, J'étais pour l'élimination de ce pass sanitaire en Israël parce qu'il n'avait plus aucun sens à l'heure de l'Omicron, c'est-à-dire que le vaccin n'empêche pas énormément la transmission, donc il n'a plus de sens ce pass sanitaire. Mais d'un autre côté, on est très inquiet pour les gens qui ne se sont pas encore fait vacciner. Mais d'un autre côté, je veux le dire sincèrement, je ne pense pas que ça va changer beaucoup parce qu'ils ont eu plus d'un an pour se faire vacciner et puis ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je n'ai pas trop, d'espoir que ça change. Des irréductibles. Merci beaucoup Cyril Cohen. J'espère ne pas avoir à vous inviter avant Pessah. Pardon, par amitié pour vous, je dis ça, mais vous avez compris que ce serait mauvais signe, évidemment, et qu'on n'annonce pas ensemble la fermeture des frontières. Merci à vous, en tout cas, Cyril Cohen, pour vos lumières ce soir dans les grandes gueules Moyen-Orient. On va maintenant parler d'une médaille. Médaille d'argent offerte à Israël. Malheureusement, celle-là, on se serait bien passé. Et oui, ce n'est un mystère pour personne. Acheter en Israël, cela coûte cher. Et ce n'est pas qu'une impression. Israël est le deuxième pays au monde le plus cher en matière de biens immobiliers. Le premier, c'est la Corée du Sud. Et en troisième position, le Luxembourg. Marco Sarabia, c'était mieux l'époque du Israël socialiste et collectiviste? Bon, Israël est encore un petit peu socialiste puisque la plupart des terres en Israël, elles appartiennent à l'État. Ce ne sont pas des terres privées. Et donc l'État a un grand rôle à jouer et il peut intervenir pour faire baisser les prix. Il faudrait construire au moins 50 000 appartements par an pour répondre aux besoins et pour contrôler la flambée des prix, à mon avis. Et ce sont les besoins. Et je pense que ça va dans le sens des mesures de Lieberman, d'aller encore plus loin que les mesures de Kahlon. Alors, le ministre Kahlon avait déjà construit énormément d'appartements et je ne sais même pas comment traduire Mechir le Mishtaken, mais enfin, disons que c'était un programme où il a augmenté les constructions pour essayer tenter de faire baisser les prix. Et je pense que Lieberman veut essayer d'aller encore plus loin pour libérer d'autres terrains. Non, mais pour libérer d'autres terrains et qui étaient jusqu'à présent pas constructibles. Je pense que dans le programme, il est prévu 250 000 appartements sur les prochaines années à venir. Et je pense que ça va dans le bon sens. C'est sûr qu'il manque un pan à ce programme, c'est les logements publics, les logements sociaux. Et en Israël, il n'y a pratiquement plus de logements sociaux. Et moi, en tant que socialiste, je trouve que c'est une erreur. Il faut construire plus de logements sociaux. Je sais qu'en France, quand même, il y a énormément de logements sociaux et ça devrait être un exemple pour nous à suivre. Et il y a beaucoup de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté et il faut retrouver. Donc vous dites tout de même ce que fait le gouvernement, c'est pas assez, notamment en matière de. Mais il va dans le bon sens. Avec la vision française des choses. Je pense que ce gouvernement continue l'œuvre de Kahlon et il faut encore aller plus loin. Oui, mais ça marche pas. Pardonnez-moi, ça marche pas pour l'instant. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un plan quinquennal. C'est un plan quinquennal. Le plan n'est pas fait pour baisser le prix des appartements, il est fait pour limiter la hausse à seulement 7% et non 10% comme ça a été l'année dernière. Donc même si son plan marche, ce qui n'est pas sûr pour l'instant, mais enfin on va lui donner le bénéfice, il va marcher. Alors, ça va augmenter que de 7%. Donc, ça va continuer à augmenter. Donc, les Israéliens, par contre, leur salaire ne va pas augmenter de 7%. Ça m'étonne. Oui, enfin, on peut toujours rêver, mais enfin, ça ne va pas se passer. Le même Lieberman a augmenté le prix de l'électricité. Le même Lieberman a mis des. Non, le prix de l'électricité, il ne dépend pas seulement de Lieberman, il dépend aussi du prix du gaz. Il dépend pas aussi du prix du gaz. Il dépend aussi de Lieberman et du gouvernement.
il dépend. Les courses, ça a été dit, d'alimentation ont énormément augmenté. Tout a augmenté. Le coût de la vie a augmenté. Donc le prix d'un loyer ou d'un prêt immobilier fait partie de cette augmentation. Mais comme on a dit, les salaires, eux, n'ont pas augmenté. Donc une famille moyenne se retrouve à la gorge. Les gens ne peuvent plus payer leurs factures, ne peuvent plus payer les choses de base. On parle de se loger, se nourrir, ses enfants. On ne parle pas de... Puisque de toute façon... C'est pour ça que je dis qu'il faut des mesures sociales en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question uniquement d'économie pure. Il faut d'un côté encourager la construction, évidemment, et pour justement répondre à la demande, mais il faut aussi un accompagnement de toute une série de mesures sociales. Vous savez combien de temps ça prend en Israël pour autoriser des plans d'urbanisme d'une ville de la taille de Netanya, par exemple? Mais ça fait 12 ans à Netanya, 12 ans que nous travaillons sur le plan d'urbanisme qui vient d'être accepté pour être un plan pour augmenter le nombre d'appartements, etc. à Netanya. Et ça bloque où alors? Ça bloque à quel niveau? 12 ans, c'est le mandat de M. Netanya. Ça bloque à quel niveau? Donc il y a un gros problème de bureaucratie en Israël par rapport à tout. Il en a parlé de rendre les terres constructibles. 97% des terres en Israël sont propriété de l'État. Ouais. Seulement 3% sont privées. Donc on comprend bien que c'est l'État qui tient. Donc il y a un problème étatique. Et ce que vous dites, Liora Lévy, est très intéressant parce que vu l'étranger, on parle souvent de Tel Aviv, la ville aujourd'hui de luxe, de cherté de la vie, mais sauf que cette étude montre que c'est tout Israël aujourd'hui qui est cher. Franck Tapiro, on a l'impression qu'il faut être riche aujourd'hui pour pouvoir vivre en Israël. Bien entendu, il y a une fracture dans la société israélienne qui a commencé maintenant il y a quelques années et qui s'empire, qui empire d'année en année. Pourquoi? Parce qu'il y a une paupérisation déjà de la classe moyenne qui est terrible. Et il y a en fait un écartèlement total entre, on va dire, les jeunes entrepreneurs, start-upers. Donc c'est vraiment il y a on va dire, une dichotomie absolue entre Israël qui réussit formidablement bien la start-up nation, la recherche, les fonds, les levées de fonds incroyables et les licornes d'un côté. Et normalement, ça devrait tracter toute la société israélienne. Bien au contraire, il y a une distension entre les deux. Donc plus la start-up nation explose, on a l'impression, plus la classe moyenne, elle régresse et se paupérise. On le voit dans le pouvoir d'achat, on le voit dans l'immobilier, on le voit dans le coût de la vie. Enfin, Israël, en 10 ans, mais tout a doublé, c'est vraiment impossible. Il y a aussi un autre fait, moi qui a été dramatique pour moi lors des récents événements il y a un an, quand on a vu les Arabes israéliens aussi se retourner contre les Israéliens. Et alors ça n'était jamais arrivé avec tous les conflits qu'il y a eu, il y a eu toujours une unité, malgré justement la présence d'Arabes israéliens à la Knesset, etc. Donc on voit qu'il y a une problématique de société israélienne qu'il faut vite et urgemment reconsolider parce qu'elle est en train de se disloquer un peu de toutes parts. Et je pense qu'il n'y a pas que la paupérisation, il y a aussi finalement deux Israël qui sont en train de se dessiner. Et ça va pas. Il y a l'Israël, je vous dis, de la recherche, de l'innovation, des médias aussi, parce que tout le monde parle d'eux dans le monde entier en politique. Et malheureusement, on a l'impression que la société israélienne, regardez, pendant le Covid, on ose se plaindre en France, alors que l'économie a été tenue, mais avec vraiment énormément d'intensité par le gouvernement qui a payé l'économie pour éviter qu'elle s'effondre. Demandez aux petits commerçants de Tel Aviv et dans tout Israël s'ils ont eu les mêmes aides que nous en France. Oui. Ils n'ont pas eu ces aides-là. Donc encore une fois, je pense que il y a une problématique de société, parce que c'est vrai que nous, c'est normal, vous savez, de diaspora, quand on parle d'Israël, c'est la fierté, c'est la vitrine. Mais malheureusement, il faut aller derrière la vitrine et voir que la société israélienne ne va pas si bien que ça. Donc, bien entendu, c'est formidable qu'il y ait des startups, de l'innovation, des gens géniaux, une armée incroyable, des gens qui se battent pour la paix, la recherche, c'est génial. Mais ça, c'est malheureusement le bonsaï qui cache la forêt d'une société qui est en train de se disloquer, qu'il faut vivre, qu'il faut vite réparer. Société disloquée. Je vais rappeler tout de même ce classement. Israël, deuxième pays au monde le plus cher en matière d'immobilier, derrière la Corée du Sud. En troisième position, c'est le Luxembourg. En 30 secondes, Marco Sarabia. Est-ce qu'il ne manque pas à Israël, à la population israélienne, un caractère un petit peu français?
Alors justement, à ce Et sujet... ça, on est un peu dans la rue pour hurler, en fait, parce que les jeunes couples, aujourd'hui, ne peuvent pas acheter d'appartement. Bon, d'abord, c'est vrai que les Israéliens sont relativement disciplinés parce que c'est un pays qui est relativement militarisé. La plupart ont fait l'armée, donc il y a en général une certaine discipline du point de vue des... La preuve, c'est le taux de vaccination assez haut. Vous parlez seulement de 120 000 qui ne sont pas vaccinés, c'est magnifique. Alors, deuxième chose, c'est que je voudrais rappeler... Deuxième chose, on en parle après la pub. Voilà, c'est l'art du tease. La deuxième chose, Marco Sarabia après la pub. Et on va s'interroger aussi sur la ville de Sarcelles. Comment Sarcelles, cette ville du vivre ensemble, est-elle devenue la ville du vivre séparé? Nous en parlerons avec Noémie Aliwa, qui a écrit un ouvrage absolument passionnant. Et puis nous parlerons de Jean-Luc Mélenchon, candidat le plus complaisant avec l'islamisme. C'est ce que révèle une étude IFOP. Partagez-vous cette impression. À tout de suite. Ce sont les dernières grandes gueules Moyen-Orient de la semaine. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Sont à mes côtés ce soir Liora Lévy. Vous êtes conseillère municipale Likoud à la mairie de Netanya. Marco Sarabia, vous êtes animateur du comité LREM Israël. Mais oui. En direct avec nous depuis Paris, le publicitaire Franck Tapiro. Et Amine Jiaïch, président de Coexister. Amine, pour ceux qui vous découvrent ce soir sur notre antenne, est-ce que vous pouvez nous présenter en un mot Coexister ? Alors d'accord, en fait Coexister, c'est une association française de jeunesse, du coup dirigée par des jeunes pour tout le monde, mais principalement les jeunes. On essaime des groupes partout en France qui créent des lieux de vivre ensemble. J'appelle ça des lieux de vivre ensemble. L'idée c'est de faire se rassembler des croyants, des non-croyants, jeunes qui sont là pour s'entreconnaître, apprendre à aller à la rencontre de façon ultra sincère, à la rencontre des autres et notamment de leur foi, de leur façon de pratiquer, de ne pas pratiquer, etc. Donc ça, pour nous, c'est vraiment... on estime que c'est le volet principal de notre mission éducative. Et puis, il y a autre chose qu'on fait, c'est que nos adhérents, nos membres, après avoir été formés, peuvent aller en milieu scolaire pour faire des ateliers de sensibilisation, sensibiliser les collégiens, les lycéens à la déconstruction des préjugés, des discours de haine, notamment sur les convictions religieuses, et aussi parler de laïcité, puisque nous on s'inscrit dans un cadre laïque, on défend la laïcité française, et aussi pouvoir témoigner de l'expérience positive du vivre ensemble. Écoutez, vivre ensemble, coexistence, laïcité, ce sont des mots très intéressants et surtout qui vous interpellent avec l'invité maintenant qui va venir, puisque c'est notre grand débat du soir. Et pour le grand débat du soir, nous allons accueillir un visage d'i24 News que vous connaissez bien et surtout qui a participé aux premières heures des GGMO. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir Benjamin. Heureux de vous retrouver pour cette émission. Vous venez d'écrire Les uns contre les autres aux éditions du CERF, un ouvrage absolument passionnant qui raconte toute l'histoire de la ville de Sarcelles depuis la construction des premiers immeubles collectifs, cela se passe à la fin des années 50 sur des champs de betteraves et de choux, jusqu'à la situation en 2022 où le vivre ensemble n'est plus qu'un lointain souvenir. La crise des banlieues est passée par là, le nouvel antisémitisme aussi, avec ce tournant des violences en juillet 2014 sur lequel nous reviendrons évidemment. Tout cela, ma chère Noémie, agrémenté de vos souvenirs personnels, puisque vous avez passé à Sarcelles votre enfance et votre adolescence avant de découvrir Paris. Peut-être une question d'abord générale sur votre ouvrage. Sarcelles est-elle à l'échelle miniature un concentré de toutes les problématiques d'immigration, d'intégration ou du fameux vivre ensemble que l'on trouve en France ? Il me semble, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que même ceux qui ne connaissent pas Sarcelles, qui n'y ont jamais mis les pieds, qui n'y ont pas de famille, qui n'y ont jamais été, seront intéressés par ce livre et retrouveront des traits qui connaissent dans d'autres villes. Et il me semblait justement qu'aborder toutes ces grandes questions qui minent la France aujourd'hui, c'était intéressant
vraiment de les aborder par le petit trou, de faire un zoom dessus, si vous voulez, à travers l'histoire d'une ville qui est la ville de Sarcelles, en plus qui est une ville assez récente, puisque vous l'avez dit, elle est née dans les années 50 à partir de rien. Et donc c'est très intéressant d'ausculter toutes ces questions-là à partir, encore une fois, d'un laboratoire qu'a été cette ville. Alors à la base, cela partait d'un projet plutôt bienveillant, vous le racontez. On offrait à des familles nombreuses de grands appartements, à un prix abordable, avec eau et gaz à tous les étages. Pourtant, tout ce qui était à l'époque un progrès est vu aujourd'hui comme une ghettoisation de populations immigrées. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice finalement vis-à-vis des concepteurs de ces villes nouvelles ? Écoutez, forcément, au début, c'était une utopie, c'était le début des grands ensembles, c'était le début de ces villes nouvelles qui attiraient l'œil, puisque tous les médias, d'ailleurs, s'y sont intéressés. Sarcelles a fait la une des grands journaux à l'époque, au moment de sa construction. On se demandait ce que ça allait devenir, et c'est vrai qu'au départ, eh bien, il y avait aussi un espoir chez ces populations qui arrivaient dans ces grands bâtiments tout neufs, qui en plus étaient dotés de tous les conforts de l'époque, qui n'étaient a priori réservés qu'aux classes supérieures. Vous aviez le vide ordures, vous aviez des prises, vous aviez des grandes vitres, des grandes baies vitrées, vous aviez des grands appartements, et donc vous avez des témoignages aujourd'hui de gens qui sont arrivés enfants et qui sont capables de vous dire que c'était l'un des plus beaux souvenirs de leur vie. Il y a le souvenir d'ailleurs d'une femme dans mon livre qui nous dit non, nous quand on est arrivé à Sarcelles, quand on est arrivé dans ce logement social, c'était le Hilton, parce qu'on pouvait tourner le bouton dans la baignoire, le bouton rouge, et on avait de l'eau chaude. Et pour ces gens-là qui venaient parfois des bidonvilles ou parfois de logements extrêmement modestes, c'était un luxe. Alors, vous racontez votre enfance à vous, à l'école Ozar Hatorah de Sarcelles, la tenue de sniout imposée, autrement dit des jupes longues, pas de maquillage trop visible. À l'époque, il faisait bon être juif pratiquant à Sarcelles. On ne se posait d'ailleurs pas la question si on est juif, musulman, blanc ou noir. Écoutez, c'était le début, je pense que c'était la queue de comète de cette époque, on va dire, où il était encore possible d'être juif sans se poser la question finalement. On était avant le début des années 2000, qui a bien sûr été un tournant avec le second intifada, qui a fait exploser le nombre d'actes antisémites en France. Mais si vous voulez, les années 90, c'était encore assez calme à ce moment-là. Et effectivement, surtout dans ce petit quartier juif qu'on surnomme la Petite Jérusalem, dans lequel j'ai grandi, qui était vraiment un cœur battant du judaïsme français pendant très longtemps. Alors Noémie, comment les choses ont basculé pour en arriver à ces fameuses et tristement célèbres manifestations anti-juives du 20 juillet 2014 ? Écoutez, il y a beaucoup de choses, il faudra lire mon livre parce que c'est développé, il n'y a forcément pas un seul facteur, c'est forcément multifactoriel. On peut citer le regroupement familial, on peut citer la loi Dallot qui a participé à la paupérisation, parce que la paupérisation compte aussi bien sûr dans cette difficulté-là de vivre ensemble, si on peut dire ça comme ça. Si vous voulez, il y a plusieurs facteurs qui sont développés dans le livre. L'augmentation du nouvel antisémitisme, il y a eu le 11 septembre qui est passé par là, qui a aussi été une date importante. On reviendra sur la date de 2014 avec cette manifestation pro-palestinienne, anti-israélienne. Rappelez aux gens qui nous regardent ce qui s'est passé ce jour-là. C'est beaucoup d'éléments. Écoutez, ce jour-là, il y a eu tout simplement une descente de zouaves, de gens extrêmement violents qui sont descendus dans ce quartier de la Petite Jérusalem, donc vraiment le quartier juif de Sarcelles, avec des battes de baseball, et qui ont détruit une partie des commerces, qui ont détruit les devantures. Il y a des hommes qui se sont retranchés à l'intérieur de la synagogue pour la protéger. C'était extrêmement traumatisant. D'ailleurs, il y a eu une vague de départ d'Alia le lendemain, des poubelles brûlées. Enfin, vous regardez les images ce jour-là, c'était véritablement une scène de guérilla urbaine, les gens qui se cloîtraient chez eux dans ce quartier juif, qui étaient terrorisés, qui ne savaient pas comment ça allait dégénérer. Finalement, les pouvoirs publics sont intervenus, mais véritablement, beaucoup de gens ont été littéralement traumatisés. Et aujourd'hui, Noémie, entre ceux qui sont partis à Paris, grâce à un embourgeoisement, ceux qui sont partis faire leur alia, et vous venez d'en rappeler l'une des causes, juifs à Sarcelles en 2022, c'est une espèce en voie de disparition ?
Oui, un petit peu. La petite Jérusalem est devenue la minuscule Jérusalem. C'est un petit peu ce que j'explique aussi dans ce livre, avec une communauté qui s'est vidée tout simplement, ce grand cœur juif battant, avec ces nombreuses communautés, ces jours de Shabbat avec vraiment beaucoup de monde qui était à l'extérieur, qui vivait leur judaïsme très ouvertement, ces écoles qui étaient blindées d'enfants. Tout cela, eh bien, aujourd'hui, a changé. Aujourd'hui, il reste un cœur communautaire qui continue d'exister, et pour certains qui ne veulent pas partir de ce petit quartier-là, mais bien sûr que ça a beaucoup changé, et c'est intéressant de voir aussi, voilà, que le visage du judaïsme français se modifie. Alors, et je salue évidemment les habitants de Sarcelles qui nous regardent parce qu'ils sont nombreux à regarder i24 News. Noémie, votre ouvrage est absolument passionnant. Je voudrais avoir les réactions des uns et des autres. Franck Tapiro, parce qu'on a véritablement l'impression que Sarcelles, à lire le livre de Noémie, est devenu ce qu'on appelle depuis 2002 un territoire perdu de la République. Complètement, et en plus moi je connais Sarcelles pour y avoir non pas grandi, mais parce que j'avais des cousins là-bas, et j'y allais très souvent dans les années 70 jusqu'aux années 80. Sarcelles, les Flanades, et je peux témoigner que le Sarcelles de cette époque-là, c'était un vrai Sarcelles extraordinaire, ouvert, des jeunes de partout. Il n'y avait pas ces problématiques à l'époque de racisme, d'antisémitisme, c'était vraiment de l'intégration. En fait on n'en parlait même pas, c'était vraiment totalement naturel, c'est ça qui est intéressant. Et malheureusement, depuis les années, fin des années 90-2000, ça commençait vraiment à tourner. 2014, ça a été un drame, parce que c'était devenu vraiment, comment cette ville qui était, et on l'a vu avec Strauss-Kahn, Pouponi, des gens qui ont vraiment toujours fait du vivre ensemble leur politique, comment est-ce qu'on a pu aboutir à un échec pareil? Tout simplement parce que malheureusement, l'islamisme va beaucoup plus vite que les bons sentiments et que la volonté d'intégrer. Et ça, on l'a sous-estimé. Partout, soit de gauche ou de droite, on n'a pas voulu prendre le problème en face. Alors qu'il y avait une communauté, mais qui vivait, mais parfaitement bien, et je dis bien une communauté, pas des communautés. C'était une même communauté, musulmans, juifs, chrétiens, mais tout le monde vivait très bien, je peux vous dire, mais on n'a jamais eu de problème quand on était gamin. Pas une seule fois, on était préoccupé par ça. Des bar mitzvahs partout, des synagogues, des musulmans qui faisaient les fêtes avec les juifs. Vraiment, c'était extraordinaire, c'était même exemplaire. Donc, c'est vrai que ce territoire perdu de la République, c'est bien de l'avoir nommé comme ça, mais ça fait 20 ans maintenant que le livre est sorti, à peu près 20 ou 22 ans. Qu'est-ce qu'on va faire pour les récupérer? Est-ce qu'ils sont définitivement perdus? 2002, donc ça fait 20 ans. Est-ce qu'ils sont définitivement perdus? Je ne le crois pas quand même, même si c'est très mal barré comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on va proposer aujourd'hui pour récupérer, non pas le territoire, mais les gens qui y vivent? Parce qu'en fait, le terme territoire perdu de la République, c'est un magnifique titre de livre, et c'est une réalité. Moi, je ne parle pas des territoires perdus, je parle de ces gens perdus, des citoyens perdus de ces territoires, qu'ils soient de quelque confession que ce soit, et ça, on sera d'accord avec Amine pour ça, c'est pas une question de religion. Tous ces citoyens qui faisaient le Sarcelles d'avant, cette ville un peu incroyable, ils ont disparu et ils disparaissent aujourd'hui. On va demander à Amine alors. Comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce temps, ou est-ce qu'on va abandonner ce territoire aux islamistes? Mais il faut le décider. Et c'est binaire, il n'y a pas de gris dans ces histoires, c'est noir ou blanc. Je vais entendre Amine là-dessus, parce que je rappelle que vous présidez Coexister, donc vous avez évidemment des idéaux louables, mais est-ce qu'ils ne sont pas mis en échec aujourd'hui par cette réalité de Sarcelles? Du coup, moi j'ai envie de dire que non, parce que bon, alors je me suis permis de feuilleter votre livre, Madame Aliwa, que j'ai trouvé passionnant. Moi j'adore les témoignages sincères qui finalement nous enseignent énormément sur les réalités. Et ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé, ce que vous avez parlé effectivement, enfin vous avez analysé la chose, vous avez parlé aussi pas mal de paupérisation effectivement. Vous avez aussi finalement une espèce de vivre ensemble, oui. Mais mine de rien, il y avait aussi des communautés qui finalement chacun vivait dans sa communauté beaucoup plus qu'ensemble. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous parlez de multiculturalisme. Quand on parle de multiculturalisme, c'est finalement le fait d'avoir des communautés qui se côtoient parce qu'ils partagent un espace commun, mais qui restent quand même la plupart du temps dans leur communauté. Et dans le multiculturalisme, il y a aussi cette idée potentiellement aussi de politique aussi de financement dont vous parlez aussi dans votre livre, de financement des cultes, et ça du coup c'est
c'est quand même un écart par rapport à la laïcité. Et là où je suis, quand je dis que pour moi, il est toujours possible de vivre ensemble, c'est que Sarcelles, c'était un laboratoire. Vous l'avez expliqué, c'est une expérience, c'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça. Ça a été fait d'une certaine manière. Maintenant, il faut apprendre à analyser qu'est-ce qui a été mal fait, c'était quoi les problèmes. Moi, je reste persuadé, là on a parlé d'islamisme, de l'intégrisme qui peut être effectivement un problème. Aujourd'hui, à Sarcelles, il y a quand même le problème de l'insécurité de façon plus générale, de la délinquance, du trafic de drogue, il me semble aussi, qui c'est conjoint à celui de l'islamisme depuis quelques années, malheureusement. Mais du coup, qui vient ajouter de la violence, à la précarité. Donc vous dites qu'il y a aussi un problème sociétal. Aussi, nous, vous dites aussi un problème sociétal. Noémie, qu'est-ce que vous répondez à Amine ? Ça, c'est la grande erreur. Ça, c'est la grande erreur, si je puis dire, de l'extrême gauche, on va dire, c'est de penser que la question identitaire va être réglée par la question sociale. Ce qui est totalement faux. C'est-à-dire que vous avez aussi ces problèmes-là. Le problème de l'islamisme, il ne vaut pas que dans les quartiers populaires, il vaut aussi dans les quartiers bourgeois. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que je connais aussi un petit peu votre association. Merci d'avoir lu mon livre, mais c'est vrai que vous sensibilisez beaucoup aux questions des religions et on comprend que la question du multiculturalisme vous intéresse, mais en fait, si vous voulez, sous-jacent à ce livre, à mon livre, et je pense que c'est une question peut-être qui n'est pas suffisamment exploitée par votre association, c'est quand même la question de l'intégration. C'est-à-dire qu'il faut du commun. Oui, on peut s'enseigner les religions les uns les autres, on peut essayer de comprendre comment l'autre vit, quels sont ses codes culturels, quelle est sa religion, pourquoi est-ce qu'il pratique de telle ou de telle façon, mais fondamentalement, et c'est quand même tout l'enjeu de mon livre, j'explique qu'il faut du commun, il faut parler la même langue, il faut avoir une structure et un socle commun pour pouvoir se converser et pour pouvoir s'entendre. Donc effectivement, ce socle commun, c'est ce que je défends, encore une fois, de façon, je crois, c'est entre les lignes, disons, dans le livre, mais je crois que c'est ça la vraie question, c'est la question de l'idéal républicain, même si aujourd'hui ce mot ne veut plus dire grand-chose. C'est pas forcément que la question des religions. Et finalement, on parle de l'âge identitaire, il y a un retour justement de l'identité, avec des questions religieuses, comme Franck Tapiro le disait, qui ne se posaient pas à l'époque. Alors mon époque, les années 90, c'était déjà le retour du communautarisme et le début de cette identité marquée qui veut s'imposer et prendre le pas sur les autres, mais quand vous regardez les autres témoignages un petit peu plus tôt dans l'histoire, dans les années 50, 60, 70, 80, vous avez au contraire des témoignages dedans qui vous disent il n'y a pas de racisme à Sarcelles puisque tout le monde vient d'ailleurs. Ouais. Et donc vous n'aviez pas cette grande question-là du séparatisme. Et de chacun via son identité. D'ailleurs, regardez, parce qu'on vous a posé aujourd'hui la question sur Twitter et sur Instagram. Et si je peux juste, au fond, cette notion, je vous laisse réagir, mais d'abord regardez, le vivre ensemble, est-il encore possible ? On vous a posé aujourd'hui la question sur Twitter et sur Instagram, parce que c'est une vraie question qui est soulevée par votre ouvrage, Noémie. Et à grande majorité, les gens qui ont participé à cette consultation répondent non à 78%. Ça vous interpelle, Amine ? Alors tout à fait, et si je peux réagir une nouvelle fois au propos de Madame Eliwa, je pense très très sincèrement que vous vous trompez sur le sujet de coexister, parce que j'ai pas pu terminer tout à l'heure. Sur le sujet du multiculturalisme, nous c'est un modèle de société qu'on ne défend absolument pas. On défend un modèle de société qu'on appelle la coexistence active, et justement la coexistence active, c'est apprendre ensemble à mettre de côté l'identitarisme. En fait, c'est trouver une espèce de ligne de crête entre son identité, être fier de son identité, pouvoir l'exprimer, la partager, mais aussi l'altérité, partir à la rencontre de l'autre. Et cette coexistence active, c'est la recherche justement de ce socle commun. Donc c'est là où je me suis totalement retrouvé dans vos pages. Et effectivement, souvent, coexister, on entend qu'on défend un multiculturalisme, ce qui est totalement faux. Nous, notre vision, c'est ce qu'on appelle la coexistence active. Je parlais de la pauvreté tout à l'heure, parce que c'est une des choses qui mène on va dire à l'insécurité. Il n'y a pas que ça. Et nous, ce qu'on souhaite à terme, enfin ce qu'on souhaite, c'est vraiment investir davantage dans l'éducation, investir davantage dans l'éducation par les pairs. Nous, on est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire. Donc l'idée, c'est vraiment de se faire rencontrer des gens, de partager. Ça, je pense qu'on va tous se retrouver autour de ça, Amine. Je pense qu'avec cette réflexion-là, vous mettez tous d'accord de Paris à Tel Aviv. Je voudrais qu'on avance dans le débat. D'abord, une réaction à Tel Aviv du Halevi, parce que votre ville, Netanya, est jumelée avec Sarcelles, et j'imagine qu'il y a d'anciens Sarcellois chez vous. Nous sommes jumelés avec Sarcelles. Il y a beaucoup de Sarcellois qui ont fait l'aléa, donc à Netanya, évidemment. Et
également, je retrouve à Netanya des choses communes, c'est-à-dire une ville qui a reçu beaucoup d'immigration de tous les pays, donc évidemment ça n'a rien à voir avec la France, mais aussi qui est une ville très hétérogène où nous avons également des problématiques de vivre ensemble. Maintenant, j'ai entendu plusieurs choses qui m'ont fait un petit peu sauter sur ma chaise. Quand j'entends, on a parlé de l'immobilier en Israël, de la crise de l'immobilier, que l'immobilier est très cher, et là on voit la France des années 50 qui a construit littéralement des immeubles, donc à l'époque tout confort, si je puis dire 5 étoiles, pour des immigrés à l'époque qui sont venus presque sans rien, qui ont reçu des immeubles, et j'entends des personnes qui disent il faut se demander ce qu'on a fait mal. Mais attendez, s'il y a un problème aujourd'hui avec l'islamisme en France, c'est pas à cause de la France qui a donné des appartements à des gens qui n'avaient pas de sous à Sarcelles ou ailleurs dans plein de banlieues. Donc il faut quand même d'abord dire que les gens qui ont immigré en France ont eu une énorme chance d'avoir immigré en France et pas dans un autre pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut le dire, Madame Aliwa l'a dit, elle a parlé de l'an 2000, du conflit israélo-palestinien qui a été complètement transposé en France. Elle a parlé du 11 septembre. Donc ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la France. Ce sont des choses qui se passaient à l'étranger, que ce soit en Israël ou que ce soit aux États-Unis ou partout. Vous parlez des manifestations de 2014. Non, elle a parlé de cette recrudescence de l'antisémitisme à partir des années 2000. Elle disait que jusqu'aux années 90, c'était plus ou moins, on va dire, correct, et qu'à partir des années 2000, il y a eu une recrudescence. Pourquoi il y a eu cette recrudescence? C'est à l'époque où il y a eu les affaires de Ilan Halimi, de DJ Lamsey. C'est toute cette époque-là où le climat antisémite en France a augmenté. Et on voit que ça venait de l'étranger, ça s'est transporté à l'étranger. Il y a eu un gros problème d'islamisation des jeunes générations. Peut-être ce n'étaient pas les générations qui eux-mêmes avaient immigré, mais leurs enfants. Et cet islamisme a progressé, évidemment, plus facilement dans les quartiers, on va dire, populaires que dans les quartiers bourgeois, mais il a progressé partout en France. Et la France a laissé ses mosquées, les jeunes qui s'engageaient en Syrie. Enfin, je veux dire, on a laissé faire ça. Enfin, il y a des mosquées où les gens prient tranquillement. Ah non, mais il y a des mosquées où les gens prient tranquillement. Il y a des mosquées où ça va très bien. Des synagogues où les gens prient tranquillement, des églises où les gens prient tranquillement. C'est ça la laïcité. Mais des endroits où on prêche pour aller se faire exploser en Syrie, ça par contre, je pense que la laïcité ne veut pas ça. Bon, moi d'abord j'ai été très impressionné par la description de ces événements de 2004 que Nomi a raconté. Ça ressemble presque à une nuit de cristal. C'était juillet 2014. 2014, oui, ça fait très peur. C'est vrai, elle l'a décrit de manière impressionnante. Alors moi ce que je pense, c'est que effectivement il faut investir dans la sécurité. On a parlé justement des problèmes sécuritaires. Je crois que ces dernières années, il y a eu 10 000 postes de policiers ou de gendarmes qui ont été rajoutés. Donc je pense que le gouvernement a bien compris la problématique, sans compter la lutte contre l'islam radical, sans compter la loi qui associe l'antisionisme à l'antisémitisme qui a été votée. Donc je pense qu'on essaie de... On avance. On avance. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le social joue aussi un rôle. C'est-à-dire, c'est pas seulement c'est vrai qu'il y a des leaders religieux et politiques qui encouragent un petit peu ce communautarisme. On a ici ça en Israël aussi. Regardez les leaders politiques. Regardez les leaders politiques justement. Parce qu'on a retrouvé à Sarcelles les élections 2017. Regardez pour qui ont voté les Sarcellois en 2017 au premier tour de l'élection présidentielle. D'abord, il y a eu un fort taux d'abstention, 39%. En tête, Jean-Luc Mélenchon, 25%. Emmanuel Macron, non, pardon, je regarde le mauvais chiffre. Jean-Luc Mélenchon, 29%. Devant François Fillon, 22%. Emmanuel Macron, 22%. Marine Le Pen, 11%. Benoît Hamon, 7,9%. Et si je vous parle de Jean-Luc Mélenchon ce soir, c'est aussi parce qu'un sondage IFOP vient d'être révélé et de nous dire quoi ? À la question, d'après vous, quel candidat à l'élection présidentielle est le plus complaisant avec l'islamisme ? Eh bien, les Français, voilà, le fameux 39% d'abstention, il est là. Les Français répondent en majorité Jean-Luc Mélenchon à 25%. Emmanuel Macron arrive rien loin derrière à 8%, Marine Le Pen 6% et Éric Zemmour 5%. Bon, c'est pas une majorité parce que ces 39% pensent qu'aucun d'entre eux. C'est-à-dire que voilà, parmi les candidats, Jean-Luc Mélenchon est en tête. Est-ce que c'est à lui que vous faisiez allusion ? Oui, je pense qu'il y a certains leaders politiques de droite comme de gauche qui essaient d'envenimer la situation pour pouvoir gratter des voix. En fait, c'est un calcul cynique et il y a
ça aussi en Israël, pour dire la vérité. Hein. Il y a une espèce de courant on va pas faire le débat essaie d'accuser. Maintenant. Non, mais enfin, il y a des politiciens qui essaient de trouver des coupables chaque fois qu'il y a un problème, et les coupables, c'est toujours une autre communauté. Je voudrais entendre à Paris. Et donc, je pense qu'il faut essayer de lutter contre le communautarisme, non pas en parlant comme ça de la différence entre communautés, mais en investissant dans tout ce qui rapproche, dans le social, dans l'éducation, dans le troisième âge. Vous allez être d'accord et avec Noémie. Investir dans quoi? Il nous reste 3 minutes d'émission. S'il vous plaît. Non, c'est une erreur. Ça n'est pas. Il nous reste 3 minutes, je voudrais juste conclure. Je voudrais entendre Franck Tapiro quand même là-dessus. Sur ce sondage, sur Jean-Luc Mélenchon, le plus complaisant avec l'islamisme pour les Français, qu'est-ce que ça vous inspire en regard, évidemment, de la situation à Sarcelles, puisqu'on va commencer avec ça? Mais Sarcelles ou pas Sarcelles, enfin on sait très bien que Mélenchon est presque l'inventeur ou le moteur de l'islamo-gauchisme en France. Je crois qu'il n'y a jamais, en plus, il y a tellement eu de citations, tellement eu de cas, de contextes où Mélenchon et toute sa clique se sont montrés complaisants. Moi je suis même surpris qu'on soit surpris. Non, moi ce qui me surprend, c'est les deux autres chiffres. 5% pour Zemmour, 6% pour Marine Le Pen. En complaisance avec l'islamisme. Alors là, franchement, il y a un truc que je ne comprends pas. Ou alors, mes copains de l'IFOP ont fait une blague, mais moi, je n'ai pas vu un milliardième de complaisance par rapport à l'islamisme, ni chez Marine Le Pen d'ailleurs, ni chez Zemmour. Ou alors, faut qu'il me raconte. Non, par rapport à l'islam. Et c'est ça qui est intéressant. Même par rapport d'ailleurs à Mélenchon. Il faut toujours séparer, bien entendu, islam et islamisme, puisque l'un est l'ennemi de l'autre. On oublie que 92% des victimes de l'islamisme sont des musulmans. Que les premiers visés, les premières cibles de l'islamisme, ce sont les musulmans eux-mêmes. Donc moi, quand j'entends des conneries de Zemmour en disant islamisme, même combat, c'est n'importe quoi. Puisque tout montre exactement le contraire. En revanche, dans cette étude, si Mélenchon arrive loin devant, c'est parce que à chaque fois qu'on parle à Mélenchon d'islamisme, lui, il se défend en parlant de l'islam, en disant il ne faut pas tout mélanger, je défends les musulmans. Mais bien entendu, qui attaque les musulmans? Personne. Attaquer l'islamisme, ce n'est pas attaquer les musulmans. Et donc c'est là qu'il joue finot, puisqu'il ne répond jamais franchement sur la lutte contre l'islamisme dans les banlieues, parce que c'est électoraliste. Il veut récupérer les voix. Donc malheureusement, l'IFOP, il faudrait qu'il m'explique comment est-ce qu'on arrive à 5% de complaisance de Zemmour face aux islamistes, parce que lui, il dit islamisme, même combat, donc j'y crois pas une seule seconde. Et en même temps, voilà comment on peut décoder le mauvais travail de M. Mélenchon, qui malheureusement n'est pas assez clair avec l'islamisme, et donc il fragilise l'islam en faisant ça. Il faut que les votants musulmans se disent que, à force de dire non, c'est pas la même chose, il les fragilise. Il faut vraiment regarder l'islamisme et aider nos amis musulmans à combattre l'islam radical. Merci à tous d'avoir été avec nous. On recommentera évidemment ces chiffres en début de semaine prochaine. Je voudrais d'abord rappeler la sortie de votre ouvrage, ma chère Noémie, Les uns contre les autres. C'est paru aux éditions du CERF, un ouvrage à lire absolument, pas seulement pour comprendre Sarcelles, mais pour comprendre également une certaine France d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous. Amine Viège, je vous donne rendez-vous très bientôt. J'espère que vous avez pris du plaisir. Merci mon cher Franck Tapiro. Merci Morceau Barkov Sarabia. Merci Laura Lévy. Et nous, on se retrouve, n'oubliez pas, dimanche soir, pour notre grand oral, nous accueillerons Éric Ciotti, conseiller de Valérie Pécresse à la présidentielle. Dans un instant, Orient avec Cyril Amar.